Bonjour et bienvenue sur Gymncast, le podcast 100% gym signé Spot Gym. Je suis Charlotte Laroche, journaliste et créatrice de ce podcast et je suis heureuse de vous retrouver pour une 4e saison qui sera placée sous le signe des Jeux Olympiques. Gymnastes, entraîneurs, préparateurs physiques et mentaux, familles de gym, juges, journalistes ou encore bénévoles, tout au long de cette année qui se clôturera avec Paris 2024, mes invités se succéderont à mon micro pour évoquer leurs souvenirs de jeux. Alors, bonne écoute et n'hésitez pas à partager. Pour ce nouvel épisode spécial JO, j'ai le plaisir de recevoir Yann Cucherat, multimédaillé mondial et européen qui a participé à 4 Jeux Olympiques en tant que gymnaste. Figure emblématique de la gymnastique française puis directeur du haut niveau masculin, il vit désormais les Jeux d'une toute autre manière en occupant une fonction bien différente en tant que manager de la préparation des Jeux de Paris à l'Agence nationale du sport. Bonjour Yann et merci pour votre présence. Bonjour. Alors Yann, on ne pouvait évidemment pas faire une série de podcasts sur les Jeux Olympiques sans vous inviter. Vous avez participé à 4 Jeux Olympiques. Les premiers étaient en 2000 à Sydney. Vous aviez 20 ans. Ensuite, vous avez participé à ceux d'Athènes en 2004, de Pékin en 2008 et enfin à ceux de Londres en 2012, les derniers de votre carrière. Vous aviez alors 32 ans. Comme je le disais dans mon introduction, vous êtes une figure emblématique de la gymnastique française. Votre parcours était connu et même salué au-delà de la simple sphère gymnique. Vous avez remporté des médailles aux championnats du monde, aux championnats d'Europe, en Coupe du Monde, en tournois internationaux, aux championnats de France. Vous avez marqué de votre empreinte l'histoire de la gymnastique française. On pourrait débriefer pendant des heures sur l'ensemble de votre carrière tellement elle a été riche et fructueuse, mais on va s'attarder sur vos souvenirs de Jeux Olympiques. Vous avez donc connu 4 Olympiades. On imagine bien évidemment que vous n'avez pas vécu vos différentes expériences olympiques de la même manière. On ne vit certainement pas les choses pareilles à 20 ans quand on dispute ses premiers Jeux Olympiques à 32 ans et qu'on participe à ses 4e JO. On va d'abord se replonger dans ceux de Sydney en 2000, vos tout premiers JO. Quels souvenirs en gardez-vous? Comment vous avez vécu la compétition? Comment vous l'avez abordée? Comment vous l'avez appréhendée? Sydney, c'est mes premiers jeux. C'est les jeux finalement d'un gamin qui, à l'époque, avait les yeux qui brillaient, qui 10 ans avant s'était dit c'est mon rêve et je vais tout mettre en place pour pouvoir les vivre en vrai. Et donc j'ai des souvenirs nostalgiques de ce moment-là. C'est certainement les plus beaux. C'était les premiers parce que c'était ceux de ce gamin qui y rêvait. Au niveau de la pression, du stress, comment vous avez vécu tout ça? Bizarrement, je suis quelqu'un d'angoissé, je sais pas, j'arrive à canaliser mes émotions, mais c'est vrai que à l'approche des compétitions, ça bourdonne un peu dans le ventre, il y a l'appréhension, l'envie de bien faire. En tout cas, toutes les compétitions qui précédaient ces jeux, j'avais l'habitude de devoir gérer ces émotions-là pour être performant lors de la compète. Et bizarrement, sur ces Jeux de Sydney, et c'est la seule fois que ça s'est produit, c'est le seul moment où, en arrivant dans la chambre d'appel, en attendant de rentrer dans cette grande salle magnifique à Sydney, j'ai plus aucun stress. J'étais bien, j'étais serein, j'étais heureux d'être là. Et j'ai vécu cette compétition comme un moment formidable de paix intérieure. J'étais sûr de moi, de ce que j'allais produire et présenter. J'ai fait une très belle compétition. Et je pense que vraiment parce que c'est un état un peu d'osmose, certainement lié justement à cet aboutissement, à avoir travaillé si dur pour en arriver là et de le concrétiser. Et j'ai été vraiment détaché de l'enjeu. J'ai vécu ce moment de l'intérieur pleinement, mais avec aucune réserve. Et est-ce que c'est aussi avec l'insouciance un petit peu de la jeunesse, du fait que c'était les tout premiers, que c'était un rêve? Est-ce que tout ça, ça a fait que du coup vous étiez dans cet état-là? Certainement, l'insouciance du jeune gymnaste qui a encore jamais vécu les Jeux Olympiques, qui les découvre, fait que certainement il y a une forme de détachement presque avec l'enjeu du moment. Mais je crois surtout que on s'était préparé extrêmement
sérieusement à cette compétition. Il y avait un état d'esprit dans ce groupe incroyable, avec des gym d'une ancienne génération qui nous apportaient leur expérience. Il y avait des jeunes, j'étais pas tout seul, des Benjamin Varognan, Florent Marais à mes côtés. On allait vivre nos premiers jeux, mais on avait créé quelque chose de très fort. Et j'avais l'impression que on était indestructible presque. On s'était préparé trop durement, avec trop d'intensité pour qu'il se passe quoi que ce soit sur ces jeux. Et puis l'histoire nous a donné raison, puisqu'on a fait vraiment une belle compète par équipe. On s'est qualifié sur beaucoup de finales. Il y a eu 2 médailles pour Eric Poujat, Benjamin Varognan. Donc je pense que vraiment c'est la qualité du groupe, puis certainement cette insouciance du gamin, effectivement, qui m'a permis de gérer ses émotions autrement que sur les autres compétitions. Et puis en plus, premier Jeux Olympiques, première finale individuelle aussi pour vous, première finale olympique. À ce moment-là, vous êtes fier, vous êtes dans quel état? Oui, fier parce que c'était ma première finale mondiale, même la première finale olympique. Sur les barres parallèles à grec, que j'affectionne tout particulièrement, mais me retrouver là dans la cour des grands, d'être en finale avec Alexei Nemov, Ivan Ivankov, les Chinois et tous ceux qui me faisaient rêver devant l'écran de télé, c'était déjà pas une fin en soi, parce que quand on est en finale, voilà, il y a l'âme du compétiteur qui parle et on en veut toujours plus, mais c'était presque inespéré. Je savais que j'avais certaines qualités à cet agrès, mais qu'il fallait pouvoir reproduire le jour de la compète ce que je savais faire, et voilà, ça a souri, ça a souri. Et donc c'est vrai que j'en garde un souvenir incroyable, parce que c'était les premiers jeux, c'est une première finale mondiale, et tout se passe sans accroc, même si à la fin il y a pas la médaille olympique au bout. Par rapport au niveau qui était le mien et à la concurrence, je n'avais vraiment rien à regretter de ce que j'avais produit ce jour-là. Très bien. Ensuite, il y a eu les Jeux Olympiques d'Athènes. Dans une interview que vous avez accordée aux médias haut niveau, vous avez raconté une anecdote avec un entraîneur roumain qui était venu toquer à la porte de votre chambre d'hôtel quelques heures avant le début de la finale au bar parallèle, pour vous dire que ce n'était pas la peine de disputer la finale, car de toute manière, vous n'auriez pas de médaille. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça, c'est pas le meilleur souvenir de ma carrière, hein, il faut l'avouer, mais qui a été quand même très constructif pour la suite. J'arrive à Athènes avec pour cette fois-ci la volonté d'aller décrocher une médaille olympique. Je m'en sens capable. J'ai obtenu des médailles aux championnats d'Europe avant. Je sais que j'ai le bagage pour aller décrocher une finale et potentiellement une médaille. Et voilà, le concours qualificatif se passe plutôt bien. Je me qualifie au bar parallèle. Et il y a un petit règlement de compte entre les nations. C'est malheureusement à l'époque encore le cas en gymnastique, où à l'époque le juge français qui était juge aux arçons classe le Roumain champion olympique en titre, le classe deuxième. Et voilà, à l'époque les Roumains sont à la tête du jury, des juges masculins. Et le jour de la compétition, au village olympique, l'entraîneur roumain qui entraîne en Suisse vient toquer à la porte de notre chambre. Les entraîneurs étaient là, et il vient dire aux entraîneurs ça sert à rien que le petit Français il aille faire sa finale au bar parallèle, que les Roumains ne sont pas contents et qu'il n'aura pas de médaille. Voilà. Et moi, je suis dans la chambre à côté, donc c'est pas le moment le plus agréable de ma carrière, surtout à quelques heures de partir sur la salle de compétition. Mhm. Pour autant, je fais ce que j'ai à faire, je reste concentré. Les entraîneurs me disent de rester concentré sur ma gym. Je fais mon mouvement, très bon programme pour le coup. Et tout de suite, quand je termine, j'ai la troisième note, égalité avec 2 autres filles. Et au départage, je me retrouve écarté du podium. Voilà. Et en fait, quand il y a des égalités en gymnastique, on remet la meilleure et la moins bonne note dans la moyenne globale. Et la moins bonne note est celle du Roumain. Voilà, donc un moment difficile à vivre, mais un moment qui fait aussi partie de mon histoire et de ma carrière.
qui va me servir, puisque j'aurais peut-être certainement arrêté ma carrière si j'avais décroché cette médaille olympique, alors que là, j'ai voulu y retourner, j'ai voulu montrer de quoi j'étais capable, et c'est ce qui m'a permis de tenir mon titre en finale de Coupe du Monde, mes titres européens derrière. Donc, pas de regret, mais c'est vrai, une petite amertume d'être passé à côté de cette médaille olympique, évidemment. Oui. Et ça, c'est une anecdote, enfin, c'est même plus qu'une anecdote, c'est un fait marquant de votre carrière quand même. C'est quelque chose qui était connu ou que vous avez raconté bien plus tard? Bah, sur le moment, on s'en est ouvert, on s'en est ouvert parce que les entraîneurs étaient là, c'est eux qui ont réceptionné le message de cet entraîneur suisse et que moi je suis là. Mais à l'époque, ben ça se passe pas comme aujourd'hui. Il n'y a pas des superviseurs dans les jurys qui analysent mieux les notes. Et puis au-delà de ça, c'est que les Roumains à l'époque sont présidents de la commission des juges. Donc ils font un peu la pluie et le beau temps. Et il y a eu beaucoup d'histoires sur ces jeux à Athènes. Ils ont même rejugé la compétition quelques semaines après. Ils classent deuxième au bar parallèle, mais le résultat est déjà tombé. On ne revient pas en arrière et je garde cette frustration de ne pas avoir obtenu une médaille que je pensais mériter sur le coup. Voilà. Oui. Mais un an après, au championnat du monde à Melbourne, quand je décroche mes 2 médailles mondiales, ce même juge roumain est venu me voir, je m'en souviens toujours, pour me féliciter pour mon titre de vice-champion du monde à la barre fixe et me dire qu'il s'excusait pour l'année précédente au jeu D'accord. d'Athènes, que c'était pas contre moi, c'était le système qui voulait ça. Voilà, donc c'est comme ça, ça faisait malheureusement partie de la gymnastique à ce moment-là, et j'ai pas été le seul à en payer les pots, mais depuis les choses ont évolué. Les règlements sont beaucoup plus fins, les juges beaucoup plus objectifs, et donc ça a permis aussi de faire évoluer notre discipline. D'accord. Et ensuite, il y a eu les Jeux de Pékin en 2008. Comment vous avez vécu comment vous avez vécu ces Jeux Olympiques-là de Pékin? Bah, Pékin, c'est la troisième participation, avec là aussi de la frustration d'Athènes, l'envie forte de pouvoir en découdre et de montrer de quoi j'étais capable en barre parallèle ou à la barre fixe. Et ça sourit pas tout à fait comme je le souhaiterais. On commençait à la barre fixe sur le concours qualificatif avec l'équipe et je fais un bon mouvement à la barre fixe puisque je réussis à me qualifier, mais en prenant des risques assez conséquents. Je savais que si je voulais aller en finale à Stagré, j'étais obligé d'élever mon niveau et de prendre des risques sur des éléments que je maîtrisais pas à 100%. Et c'est passé sur le concours qualificatif. Et je suis obligé de prendre exactement les mêmes risques sur la finale. Je me qualifie à la troisième position, donc j'avais aucune marge de manœuvre pour essayer de décrocher une médaille. Et à quelques millimètres sur un lâcher de barre, je loupe la barre. Donc voilà, pas de médaille à la barre fixe. Et au bar parallèle, la grève où je pense j'étais le plus près, on terminait le concours de qualification au bar parallèle. Je fais un très bon mouvement jusqu'à la sortie avec un énorme sursaut qui malheureusement me coûtera la place en finale puisque de mémoire je dois terminer 10e alors que les 8 premiers seulement sont qualifiés en finale. Mais pour le coup, je peux m'en prendre qu'à moi. J'ai pas été aussi précis qu'il aurait fallu pour me qualifier une troisième Olympiade de suite sur cette finale au bar parallèle. Est-ce que c'est rageant de passer si près d'une finale ou si près d'une médaille? Évidemment, ça l'est parce que on travaille dur pour ça. Les disciplines comme la gymnastique et les autres sports amateurs n'existent réellement que tous les 4 ans au jeu. Souvent sur les championnats du monde, championnats d'Europe, on est plus dans l'ombre de notre pratique, de notre discipline. Donc on a à cœur tous les 4 ans d'essayer de montrer notre gymnastique, de séduire les juges, de séduire le public. Et donc voilà, c'est forcément frustrant quand on n'atteint pas les objectifs qu'on s'était fixés. Pour autant, j'ai pas de regrets, et c'est même ma plus grande fierté, c'est-à-dire que je considère que tout au long de ma carrière, j'aimais tellement ce que je faisais, j'étais tellement investi à la tâche, je mangeais gym, je dormais gym, je respirais gym, enfin c'était mon quotidien,
que j'ai toujours tout entrepris, tout mis en place pour essayer d'atteindre ces objectifs. Et je trouve que le chemin, il est souvent plus important finalement que le point final, que la médaille ou les lauriers. C'est tout ce qu'on met en place avec les collègues, avec les entraîneurs, avec les staffs qui comptent. C'est ça le bagage de ma vie aujourd'hui, et c'est là-dessus que c'est là-dessus que je surfe encore dans ma vie de tous les jours, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Donc voilà, je veux dire, c'est pas une fin en soi, mais quand on n'a pas de regrets après avoir porté un projet, je crois que c'est le plus important. Ouais, c'est le principal, ouais. Et puis ensuite, il y a eu les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Vous êtes entré dans l'histoire en disputant vos quatrièmes Jeux Olympiques, mais malheureusement, ça se passe pas comme espéré puisque vous vous blessez à l'épaule juste avant la compétition. Vous ne vous qualifiez pas en finale ni au bar parallèle ni à la barre fixe. Comment vous avez vécu cette dernière participation aux Jeux Olympiques et surtout, est-ce qu'à un moment, la question de déclarer forfait suite à votre blessure s'est posée? Ça, c'est vrai que les derniers jeux, c'est un peu ambivalent parce que d'un côté, sportivement, ils n'ont pas été réussis. Je vais y revenir, mais d'un autre côté, mes deux jeunes enfants étaient là avec ma famille à Londres et j'en garde des souvenirs mémorables sur plein d'autres versants. Et c'est vrai que sportivement, c'est les quatrièmes jeux, donc c'est pas les plus simples. La gymnastique est un sport où généralement on n'enchaîne pas autant d'Olympiades. Donc le corps était usé, fatigué, mes épaules notamment, et je sais que ça va être difficile d'aller au bout, mais pour autant, les résultats sont là. Je suis un titre européen en 2009, je suis un titre européen en 2010. Donc j'ai encore un peu de carburant dans la machine pour espérer aller décrocher une finale, et après tout est envisageable. Mais les épaules tirent. Je sais qu'elles sont fragiles, qu'il faut que ça tienne jusqu'au bout, mais la veille de la compétition, j'ai des douleurs aux épaules comme jamais, et notamment à une, et j'ai l'impression de plus réussir à pratiquer ma gymnastique, à plus réussir à même mettre en équilibre. Il y avait une instabilité très forte avec une douleur d'une violence comme je n'ai jamais connue, et je demande à l'entraîneur national, je lui dis je pourrais pas faire la compétition, je déclare forfait. C'est le vendredi. Mhm. Il doit être midi 15, midi 20. Et donc, il voit ce qu'il faut faire pour déclarer forfait, et on nous indique au jeu, on peut déclarer forfait et se faire remplacer, mais uniquement 24 heures avant les jeux. Et on passait le lendemain à 11 heures. D'accord. Donc, en fait, mon remplacement n'est pas possible à ce moment-là. J'envisage tellement que je souffre et tellement que je sens que mon épaule ne fonctionne plus, que j'y arriverai pas. Je veux céder la place au remplaçant. Il s'avère que c'est pas possible. Donc j'ai quand même matché avec un tendon du fusée-épineux cassé. Et au final, je fais ce que je peux au bar parallèle et bar fixe en limitant mes mouvements. Mes deux notes rentrent dans le concours par équipe. On se qualifie par équipe en finale. C'est pour moi extrêmement important. Mais je déclare pour le coup forfait sur la finale par équipe, et je laisse les copains finir tout seuls cette Olympiade. D'accord. Du coup, sportivement, est-ce que il y a eu un petit goût, une petite sensation d'inachevé par rapport à ces Jeux Olympiques de Londres, ou alors pas forcément, parce qu'après, par rapport à l'ensemble de votre carrière, sur le fait, comme vous avez dit, qu'il y avait votre famille qui était présente à Londres, ça reste quand même un très beau souvenir, une très belle expérience. Sportivement, ça reste pas une bonne expérience pour moi. Mm. De pas être en capacité de m'exprimer, de montrer ma gymnastique. En plus, la préparation a été difficile. Sur le championnat d'Europe, quelques mois avant, je me casse un doigt. Donc il y a eu beaucoup de choses compliquées dans cette sélection. Il n'y a pas eu de sérénité. Il y a eu même des tensions un peu fortes à tous les niveaux. Donc voilà, pour autant, là encore, j'estime ne pas avoir triché. On avait eu du mal à se qualifier par équipe. On avait dû passer par le test Evans.
En tant que capitaine de cette équipe, je m'étais employé avec les entraîneurs à bien mobiliser le groupe, à trouver les ressources, puisque le test event se passait tout début janvier, après un championnat du monde où on était passé à côté à pas grand-chose. Donc voilà, je joue aussi mon rôle dans l'équipe qui dépasse celui sur les agrès, qui est celui d'essayer de mobiliser le collectif, parce qu'on ne peut pas passer à côté de cette sélection olympique. Et donc, je pense que tout ça, mis bout à bout, ces additions de petits éléments négatifs, n'ont pas joué en ma faveur et a complexifié largement la tâche. Voilà. Pour autant, c'est ce que je disais, c'est à Londres, avec mes enfants qui sont là, je les revois dans le Belém parce que j'étais en partenariat à l'époque avec une banque et qui les a hébergés sur le Belém. Enfin, j'ai des super beaux souvenirs et j'ai à côté de ça un côté très noir, très sombre, voilà, que je n'occulte pas, mais qui est venu un peu abîmer voilà, quelque chose qui devait au fond de moi être beaucoup plus sain. D'accord. Et les Jeux Olympiques aussi, ce sont justement tous les à côté, le village olympique, l'ambiance, la rencontre avec les autres athlètes, la médiatisation qui est toujours plus importante dans ces moments-là, surtout pour un sport comme la gymnastique qui est quand même peu médiatisé, sauf pendant les JO où il y a une mise en lumière beaucoup plus importante. C'est tout ça aussi qui rend cette compétition si mythique, si unique, si grandiose. Oui, parce que quand on arrive au jeu et qu'on rentre dans ce village olympique, on fait partie de la famille des Olympiens. On fait partie des 15 000 athlètes qui ont été sélectionnés dans leurs différents pays, qui se retrouvent et qui pendant 2 semaines vivent en unité, de paix. Voilà, on a l'impression d'être un peu hors norme, si j'ose dire. On a travaillé dur pour ça. On se retrouve dans ce village, dans les équipements sportifs de grande qualité. On va manger, j'ai souvenir de manger à côté d'un Usain Bolt au self, discuter avec lui comme si on se connaissait, alors que non, on était juste accrédité et badgé pour ces jeux. C'est un peu ça en fait, l'émerveillement et la magie des jeux. C'est un temps à part, une sorte de parenthèse de vie qu'on vit avec les copains, qu'on vit avec les concurrents étrangers, et ça laisse des souvenirs presque difficiles à décrire tellement qu'ils sont profonds et que ils se vivent plus qu'ils ne se racontent. Mmh. Et justement, est-ce que après chaque Jeux Olympiques, on a un petit peu cet effet descente? On a tellement vécu quelque chose de magique que après, une fois que tout se tasse, on a peut-être oui une sorte, une petite descente, une petite baisse de morale. Est-ce que c'est le cas? Ça a été le cas beaucoup après les premiers Jeux de Sydney, certainement parce que c'était ce rêve de gamin et un objectif absolu. Je voyais pas ce qu'il pouvait y avoir de plus fort et que là après j'ai eu du mal à retourner à l'entraînement, à me remotiver, à me refixer des objectifs au départ et je me suis cassé en 2001 un tendon au poignet à force de travailler sur les mains, notamment aux arçons. Et donc, bon, c'était rien de grave, mais le temps de cicatriser de cette opération, de réparer le poignet, ça m'a permis de prendre un peu de recul et de me remobiliser et de retrouver des objectifs. Ça, c'est vrai que ça, je l'ai vraiment profondément vécu après les premiers Jeux. Mais sur les autres Olympiades, c'était un peu moins vrai. J'avais peut-être appris de cette première expérience, et même si on a toujours besoin de décompresser, si pendant quelques semaines on retourne pas au gymnase, qu'on profite de la vie un peu autrement parce qu'on a fait quand même beaucoup de sacrifices pour atteindre ces objectifs là. Très vite, j'ai eu envie de retourner au gymnase, de préparer le championnat d'Europe, championnat du monde, parce que voilà, c'était ma passion avant tout. J'aimais ce que je faisais plus que tout. D'accord. Alors avant de refermer ce podcast, là on a parlé du passé, on va parler un petit peu du présent puisque vous vivez en quelque sorte vos 5e Jeux Olympiques, mais alors différemment bien sûr puisque vous n'êtes plus gymnaste. Mais là, quelles sont vos missions? Quelle est votre fonction actuellement pour ces Jeux de Paris 2024? Depuis pratiquement 3 ans, je suis à l'Agence nationale du sport et
manager de la préparation des jeux et coordonnateur d'un dispositif qui s'appelle Gagner en France. De manière un peu succincte, l'Agence nationale du sport, elle a été créée pour accompagner les fédérations, les entraîneurs et les athlètes dans leurs projets de performance, essayer de trouver des solutions pour les mettre dans les meilleures conditions, leur attribuer un certain nombre de moyens financiers, de dispositifs suivis socio-professionnels, créer du réseau, créer du lien avec tous les acteurs de la performance. Et voilà, je me régale dans cette mission professionnelle et surtout sur ce programme et ce dispositif dénommé Gagner en France, qui a vocation à travailler sur tous les gains marginaux, tous ces petits détails qui, mis bout à bout, permettront peut-être de passer d'une 4e place à une 3e place ou d'une médaille d'argent à une médaille d'or. Tout ce qui nous permet de travailler sur l'avantage maison, d'avoir des jeux à domicile, c'est assez unique. Personne n'a cette expérience. C'est pas pareil de vivre les jeux à la maison qu'à l'extérieur. Donc, comment on capitalise là-dessus? Comment on trouve des solutions pour que nos Français soient meilleurs que les concurrents? C'est ce sur quoi je travaille depuis 3 ans. Et c'est une chance folle que d'être en responsabilité au moment où on accueille le plus bel événement que la France puisse accueillir. Et du coup, d'avoir cette opportunité de vivre les Jeux Olympiques complètement différemment. Différemment parce que voilà, on est de l'autre côté de la barrière, parce que je suis pas centré uniquement sur la gym, mais on accompagne tous les sports olympiques comme tous les sports paralympiques, parce que je suis proche de ce que j'aime. Je pense parler la même langue que les athlètes, que les entraîneurs, de bien les comprendre, d'anticiper même un certain nombre de leurs besoins, et aussi parce que à l'Agence nationale du sport, on a une équipe très complémentaire, et que ce mélange de compétences et d'expérience est mise au service des performances de nos athlètes. Donc voilà, c'est un privilège absolu. Je pense qu'on a réussi aussi à créer les liens nécessaires avec les différentes institutions, que ce soit avec le comité olympique, les comités paralympiques, avec les établissements, avec l'association des DTN, avec la commission des athlètes. Tous les acteurs du sport français sont réunis dans un tour de table et ensemble, on prend des décisions collégiales pour agir en complémentarité, arrêter les logiques des fois de concurrence où chacun veut tirer la couverture à soi, avec un objectif commun, faire en sorte que nos athlètes brillent pendant ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc voilà, je me considère comme très chanceux, une responsabilité très forte derrière, qui est partagée avec toutes les équipes de l'agence autour de Claude Onesta, et c'est un vrai privilège pour nous. Et quel message vous pourriez faire passer aux athlètes qui vont disputer leurs premiers Jeux Olympiques? Eh ben, de s'accrocher. Il reste encore quelques jours pour pouvoir peaufiner, affiner tout ce qu'ils ont appris depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, il faut qu'ils se mettent dans les meilleures conditions psychologiques, puisque souvent c'est le mental qui fera la différence pendant les Jeux. Et je leur dis de ne pas avoir peur, de ne pas craindre finalement ce pourquoi ils ont travaillé pendant tant d'années. Ils ont une chance folle. Beaucoup aimeraient être à leur place. Et peu importe le résultat, à partir du moment où ils auront mis en place tout ce qu'il fallait pour essayer de réussir, à partir du moment où jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier centimètre, ils auront donné tout ce qu'ils avaient en eux, personne ne pourra rien leur reprocher, donc qu'ils y aillent. Super. Merci beaucoup. Merci pour le temps accordé, pour tous ces souvenirs que vous nous avez partagés. Paris 2024 se rapproche à grands pas et on a hâte de le vivre chez nous, en France, à Paris. Et voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est ainsi que se termine ce nouveau podcast signé Spot Gym. Je vous donne rendez-vous très vite pour un tout nouveau numéro et en attendant, n'hésitez pas à partager et à parler de nous. Alors, à bientôt sur spotgym.fr et surtout, prenez soin de vous.